Bonjour, moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au-delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous emmène dans mon échappée. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour de vlog sur la Transpyrénéenne. C'est mon troisième jour de voyage, comme vous avez pu le voir précédemment sur les deux vlogs qui sont déjà présents sur cette chaîne. J'ai voyagé déjà une journée dans le pays Qatar, donc toute la zone qui est située au sud de Carcassonne, et également une journée sur la Corniche au bord de la Méditerranée. J'ai voyagé jusqu'à Cadaqués et au Cap des Créus. Premier jour de ma Transpyrénéenne. Je suis sur le port de Banyuls parce que j'ai dormi juste ici dans ce bateau. Comment j'ai trouvé ce logement complètement atypique? Tout simplement sur Airbnb, en recherchant des critères qui étaient d'être le plus près possible du début de la Transpyrénéenne et en même temps d'être le plus près possible de la mer. Je pense que là on pouvait difficilement faire plus près de la mer. Et voilà, donc ce matin je me suis réveillée avec le vue sur les montagnes. Depuis mon lit flottant, hop, tac. Donc c'est super bien équipé, assez de place pour mettre tout mon bazar, le lit là-bas au fond, même une toute petite cuisine. Il y avait vraiment tout ce qu'il faut et puis surtout, la vue quoi. Je suis vraiment contente d'avoir vécu cette expérience, c'était assez particulier. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que si vous recherchez ce genre de logement, pas besoin d'avoir le pied marin, le bateau reste à quai, néanmoins ça peut tanguer. Alors moi ça n'a pas du tout été le cas parce qu'il n'y avait absolument pas de vent. Mais il faut savoir que des fois ça peut tanguer et surtout pour se déplacer sur le bateau c'est pas forcément le plus simple quand on n'est pas habitué, ce qui était mon cas, je connais pas du tout les bateaux, mais François Xavier m'a tout indiqué, il m'a toujours expliqué qu'il fallait garder une main pour moi et une main pour le bateau où je restais toujours accrochée au bateau, donc ça s'est très bien passé. En termes de confort, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. La seule chose c'est qu'il n'y a pas de WC et pas de douche dans le bateau et j'ai dû aller me doucher à la capitainerie sans aucun problème. C'est une salle de bain qui est très propre avec un accès par code, c'était vraiment idéal. Et le très bon plan c'est que la moto a dormi sur le parking de la capitainerie juste à côté du bateau. Donc vraiment impeccable. Donc je prends la route direction Biarritz. L'objectif étant d'arriver jeudi soir à Biarritz. Donc nous sommes lundi matin, il fait super beau et chaud, néanmoins en allant sur les Pyrénées je pense que j'aurai moins de soleil et peut-être même quelques orages cet après-midi, mais bon, rien de terrible. L'étape de ce soir c'est de dormir en Andorre, où j'ai déjà réservé un logement. Je vais peut-être voir pour essayer de changer mon pneu parce que j'ai peur que ce soit limite jusqu'à Biarritz. Je pensais que ça passerait, mais les 4 heures d'autoroute pour descendre jusqu'à Narbonne vendredi soir ont vraiment sévèrement entamé la bande de roulement. Donc à voir. Bon, je suis quasiment au témoin, donc si je le change, ça sera plus par précaution qu'autre chose. Donc je verrai bien à quelle heure j'arrive. Donc voilà, je vais prendre la route. Je vais passer par Amélie-les-Bains et puis je vais passer côté espagnol pour rattraper la N260 qui apparemment est une super belle route. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. La Transpyrénéenne pour moi ça fait partie des routes mythiques que les motards français aiment à parcourir. Alors c'est vrai qu'en France on est très gâtés côté route incontournable et la Transpyrénéenne en fait partie. Commencer son voyage en ayant les pieds dans la Méditerranée le lundi matin pour le finir en ayant les pieds dans l'Atlantique le vendredi matin. Enfin si j'y arrive, et vous verrez, ça c'est pas gagné. Donc après avoir discuté avec François Xavier, j'ai commencé à ébaucher mon roadbook. Je suis pas du genre à vraiment trop préparer mes routes, surtout dans des coins que je connais plus ou moins. La Transpyrénéenne, je ne l'ai jamais faite de part en part, mais j'ai roulé sur quasiment tous les tronçons de cette route mythique, étant donné que je viens de Bordeaux. Ça m'est arrivé de rouler côté catalan, côté basque ou dans les Hautes-Pyrénées. Par contre, je n'avais pas trop roulé côté espagnol, côté est des Pyrénées. C'est aussi ce qui a guidé mon choix dans mon roadbook. J'ai choisi de prendre la route qui passe par Amélie-les-Bains pour rejoindre l'Espagne et repiquer vers la N260 qui est mon objectif du jour.
J'ai repris la corniche sur les quelques kilomètres qui me séparent de Collioure, histoire de dire au revoir à la Méditerranée. Entre Collioure et Amélie-les-Bains, honnêtement, la route n'a absolument rien d'intéressant, mais c'est incontournable. On passe par le Boulou, il y a beaucoup de monde, pas mal d'embouteillages. Je vous épargne ça, c'était vraiment pas un bon moment, mais bon, ça avait le mérite d'être au moins efficace. Par contre, une fois passé Amélie-les-Bains, la route se rétrécit. Alors ça reste quand même tout à fait roulant et large sans problème, mais elle devient très sympa. On tombe vraiment sur une route de montagne. Ne vous attendez pas à avoir des épingles ou quoi, non pas du tout, c'est très roulant. Et cette route doit vraiment être très très sympa à l'automne parce qu'on est dans la montagne certes, mais aussi dans la forêt, donc c'est vraiment très beau. Je passe côté espagnol au col d'Arès et je redescends sur Ripoll qui est là aussi une traversée dans la plaine qui est pas très très intéressante mais qui est tout aussi incontournable. Donc je quitte Ripoll et je prends la N260. La N260 c'est une route régionale espagnole, la qualité du bitume est parfaite, le tracé est incroyable. C'est pas une route de montagne comme on a chez nous, c'est-à-dire que c'est pas une route qui va monter sur un col et redescendre et remonter, redescendre comme on peut en avoir l'habitude. Là, après Ripoll, elle monte sur les contreforts des Pyrénées côté espagnol, donc sur le piémont espagnol, et elle s'accroche au coteau et elle le suit de tout son long quasiment. Pendant de nombreux kilomètres, vous restez accroché à flanc de montagne sur cette super belle route et c'est assez intéressant. Les vues ne sont pas très variées, c'est très vert donc voilà, c'est pas comme en France, c'est pas minéral comme les Pyrénées de l'autre côté. Mais les routes sont tellement bonnes que vraiment ça vaut largement le détour. Petite pause au milieu de nulle part. Hop. Je suis en Espagne depuis à peu près 80 km. Les vues sont incroyables et la route vraiment excellente. Hop. Donc j'ai bien roulé depuis le col dont j'ai oublié le nom, je retrouverai ça. Traversée de Ripoll qui n'était pas super intéressante, c'était de la plaine et puis pas mal de travaux pendant 30 ou 40 bornes. Je pensais m'arrêter manger mais j'ai fait la rencontre d'un trailiste en haut d'un col avec qui j'ai discuté. Il roulait sur une moto portugaise qui s'appelle une AJC je crois. Voilà, donc un truc un peu une moto assez particulière et il rentrait du Tête, il avait fait une bonne partie du Tête et des Monégrosses, donc on a un peu discuté et il a partagé une partie de son pique-nique avec moi, donc c'était super sympa. Du coup je pense que je vais finir d'arriver en Auvergne pour manger parce que je devrais arriver vers 15h30. Voilà, 15h30 ça va me laisser le temps de trouver un pneu pour ma belle parce que là ça devient nécessaire. Ouais, ça devient nécessaire. Et puis rentrer à l'hôtel et peut-être rouler un peu en Andorre. Voilà, donc bien, on continue. Mais c'était beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pensé. Quand je voyage en montagne, en général, je compte une moyenne entre 40 et 50 km par heure. Alors dit comme ça fait vraiment pas rapide et on peut se dire que je me traîne sacrément, alors ce qui est sans doute le cas. Mais c'est surtout qu'entre les arrêts, les toutes petites routes de montagne, les épingles, je sais qu'en général, la moyenne n'est pas très élevée. Donc je suis partie de Collioure assez tôt et au final, je me retrouve à arriver en Andorre vraiment très tôt. Au final, pour moi, c'est très bien parce qu'il faut impérativement que je change mon pneu. J'ai été vraiment trop optimiste de ce côté-là. Donc il faut absolument que je trouve une solution, sinon je pense que je ne pourrais pas arriver jusqu'à Biarritz. Mais si vous vous préparez la Transpyrénéenne, peut-être que vous pouvez prévoir une étape un peu plus longue et dormir après l'Andorre en étant parti de Collioure. Néanmoins, rouler en Andorre a été pour moi une des plus grandes surprises de ce voyage. Pour moi, l'Andorre, c'est une espèce de ville-magasin énormissime où on va acheter grosso modo de l'équipement moto, de la hi-fi et pour ceux qui fument des cigarettes et de l'alcool, etc. à petit prix. Mais jamais je m'étais imaginé que sur leur territoire, ils pouvaient avoir des routes aussi sauvages et nature.
Donc il peut être bien d'envisager de monter de Collioure jusqu'en Andorre sur la matinée, c'est tout à fait faisable. Moi j'ai pris mon temps, j'ai fait une pause où j'ai discuté donc avec le propriétaire de la moto portugaise dont je vous ai parlé précédemment. J'ai pas roulé spécialement vite, mais je pense qu'en peut-être 3 heures j'étais en Andorre. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire cette partie-là le matin et se réserver l'après-midi pour découvrir l'Andorre et rouler notamment sur les 2 routes que j'ai pu y faire. Je pense que c'est une très très bonne option également. Donc j'arrive en Andorre et là l'objectif c'est vraiment de trouver un pneu. Je m'arrête dans un premier gros magasin qui vend principalement de l'équipement moto. Donc ils n'ont pas la possibilité de me changer le pneu, ils sont pas super sympas, donc voilà, quand je leur demande de m'orienter vers un autre magasin, ils me disent oh ben repars vers le sud, tu verras, il y a des magasins de pneus sur le bord de la route. Ok, donc c'est ce que je fais. Et effectivement, en sortant de la ville, je tombe sur un magasin qui est dédié, qui ne fait que des pneus, alors majoritairement des pneus de voiture, je pense qu'ils doivent faire 80 ou 90% de leurs pneus de voiture, mais aussi des pneus de moto. Je m'arrête un petit peu désespérée, je voyais quand même l'heure qui tournait et je me dis que si je trouve pas une solution ce soir, peut-être que je vais être bloquée en Andorre le lendemain, le temps de trouver un pneu. J'ai une taille assez standard sur la Sport Classique, mais j'aime bien rouler en pneus plutôt tendres, donc il fallait en plus qu'ils aient un modèle de pneu qui convienne à ce que je voulais faire. Miracle, ils ont un pneu exactement comme je veux, alors pas une marque avec laquelle je suis habituée à rouler. D'habitude je m'oriente plutôt vers des Pirelli. J'ai longtemps roulé en Super Corsa SP, mais je voyage beaucoup trop et c'était beaucoup trop tendre. Du coup je suis passée sur du Rosso Corsa qui pour moi est un excellent compromis. Donc là il me propose je crois un Continental. Oui, je crois un Continental. Et à ce jour j'en suis vraiment super enchantée, donc en plus c'est une très bonne découverte. Quand je lui demande quand est-ce qu'il va pouvoir changer mon pneu, il me dit immédiatement. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc concrètement, je pense qu'en 45 minutes, j'étais ressortie du magasin. Petite anecdote assez drôle, le garagiste qui a changé mes pneus, en fait, il me connaissait pas personnellement, mais il connaissait déjà ma moto parce qu'il me suivait sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a discuté et il m'a conseillé une route qui partait tout près de son magasin. Et je me suis dit que comme il était encore assez tôt, c'était une bonne occasion de pouvoir y monter. Je suis allée jusqu'à l'hôtel poser mes bagages. Alors, si j'ai choisi de dormir en Andorre, c'était parce que je me suis dit que l'offre hôtelière était assez étendue en Andorre. Il y a beaucoup d'hôtels et les prix sont vraiment hyper bas. J'ai loué une chambre d'hôtel avec une place de parking souterrain pour ma moto et j'en ai eu pour 28 € pour la nuit, donc vraiment c'est imbattable. Les personnes à l'accueil étaient adorables, la chambre était hyper propre, hyper confort, donc franchement super bon plan. Je vous indiquerai le nom de l'hôtel dans mon carnet de bord comme à chaque fois. Donc je pose mes bagages à l'hôtel et je repars direction la route de Fontaneda. Comme à chaque fois que je voyage, j'utilise toujours la même application qui est une application de GPS gratuite qui s'appelle Maps.me. En fait, ça fonctionne comme une carte. Je positionne des points dessus et je lui demande de relier les points. C'est pas possible, contrairement à des applications comme Calimoto, des choses comme ça, de lui demander de nous faire un tracé un peu plus touristique ou viroleux ou avec moins de virages, etc. Là, c'est vraiment bêtement une carte, quoi. Donc, je positionne les points. Qui passe par Fontaneda et le nom d'un autre village absolument imprononçable pour moi, je vous l'indiquerai juste ici. Et mon GPS ne veut absolument pas passer par la route qui relie ces 2 villages, donc qui est la route du col en fait. Je me demande bien pourquoi, mais je décide quand même d'y aller. Je me dis que j'espère qu'il m'a pas donner une route qui se transforme en chemin parce que j'ai pas vraiment la monture pour, même si sur certains voyages vous verrez que j'ai quand même réussi à faire du off-road avec la Sport Classique, avec la monoposto, mais bon, je me dis que j'y monte quand même. Donc la première partie de la route entre la route principale et le petit village de Fontaneda, alors le bitume est excellent, mais alors c'est minuscule, c'est très étroit, les épingles sont super serrées. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise en moto, c'est pas une route que je vous recommande parce que vraiment ça monte fort.
Alors après, ça m'a pas posé de difficultés particulières, mais voilà, il faut quand même en être conscient. Je fais une première pause au pied du village et j'en profite pour regarder ce petit village de montagne en pierre qui est absolument charmant. Je reprends la moto, je traverse le village et je ne vois toujours aucune indication que la route est interdite. Donc je continue. Et à la sortie du village, en fait, je me rends compte que cette route, elle est tout simplement à sens unique. Alors c'est quand même original, autant on est habitué au sens unique en ville, mais en pleine montagne, je me retrouve donc à monter un col avec une route qui est très étroite, mais absolument magnifique. D'ailleurs, on est fin juin et j'ai appris juste après que le Tour de France allait passer par là 15 jours plus tard, donc ce qui explique que la route soit dans un état irréprochable. Mais je me retrouve à monter ce col sur cette route en sens unique et c'est une expérience assez géniale. Au début, on s'attend à voir quelqu'un qui arrive à sur n'importe quel virage et en fait pas du tout, donc on prend vite ses aises et c'était vraiment chouette. La végétation est super sympa, enfin, c'est vraiment une route à faire et même si elle ne fait pas partie des classiques de la Transpyrénéenne, je vous recommande vraiment de faire un crochet pour monter jusqu'au col de Fontaneda. Je fais une pause en haut du col, ils ont installé une très jolie passerelle qui permet de profiter du panorama sur la vallée, c'est assez impressionnant. Arrivé en haut du col, la vue est vraiment superbe. Et on voit bien sur les panneaux qui sont là-bas qu'on est sur un sens unique en montée. C'est assez déstabilisant de rouler sans avoir à s'inquiéter de ce qui va venir en face, mais c'est hyper plaisant. En repartant, je reprends la moto et là, je dois me souvenir que la route n'est plus en sens unique et qu'à un moment, je peux tout à fait recroiser des voitures qui viennent en sens inverse, qui remonteraient donc de ce petit village au nom absolument imprononçable. La route est toujours en excellent état, elle n'est pas très large et alors les épingles, autant vous dire qu'elles sont sacrément costauds, en dévers, qui referment très sévèrement. Je suis pas prête d'oublier cette route-là. En arrivant dans ce village, je traverse un ruisseau de montagne et je redescends tranquillement jusqu'à la route principale. Il n'est pas très tard, mais je choisis quand même de rentrer à l'hôtel et de me poser parce que j'ai quand même fait pas mal de kilomètres ces 3 derniers jours. Si je dois faire un bilan de cette première journée sur la Transpyrénéenne, je dirais que je regrette pas du tout d'avoir pris l'option de dormir en Andorre parce que ça m'a permis de découvrir une route que je ne connaissais pas et également de pouvoir voyager côté espagnol, c'est une super belle expérience. Si vous préparez votre Transpyrénéenne et que vous n'avez jamais fait cette route et que vous n'avez jamais roulé dans les Pyrénées, je vous recommanderais néanmoins peut-être de monter jusqu'en Andorre par la route de Prades. C'est une route qu'on prend à partir de Perpignan. Donc là on est sur une nationale, c'est très roulant. Jusqu'à Prades, ça n'a aucun intérêt, un petit peu comme entre Collioure et Amélie-les-Bains en fait. Hein. C'est la parallèle à cette route-là, un peu plus grande. Par contre, à partir de Prades, là on attaque vraiment les Pyrénées françaises et c'est beaucoup plus abrupt. La route est superbe, très large, on a des très grandes épingles, c'est plus minéral, le paysage est plus changeant. Vous
pouvez faire un arrêt à Prades et aller visiter la petite ville fortifiée, elle est magnifique. Vous avez également la citadelle Vauban de Montlouis qui vaut vraiment le détour et vous passez par Font-Romeu et vous rattrapez l'Andorre par le côté français. Voilà, j'ai pas d'image parce que je ne suis pas passée par là, mais je l'ai déjà fait par le passé et c'est vraiment une route que je vous recommande chaudement. La Sport Classic se comporte toujours aussi bien dans les routes de montagne, c'est vraiment un bonheur à amener cette moto. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur la moto en elle-même, étant donné que j'en ai 3 dans le garage, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo comparative de mes 3 Sport Classic, la Monoposto, la GT et la S, pour vous donner un petit peu plus d'infos sur ces motos qu'on ne connaît pas tant que ça. Donc c'est ainsi que se termine cette journée de voyage et je vous retrouve tout de suite pour le carnet de bord. Dans ce carnet de bord que vous retrouverez en barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage. L'hébergement, les routes à ne pas rater et les points d'intérêt y seront listés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun vlog voyage, à commenter et à partager pour soutenir cette chaîne. À bientôt!